Ils sont à la tête de très grandes sociétés, dirigent des milliers de collaborateurs, brassent des millions d'euros, parfois même des milliards, et surtout, ils construisent. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des plus grands dirigeants et dirigeantes du BTP, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, industriels ou maîtres d'œuvre. Je suis Fabien Renoux, rédacteur en chef du Moniteur, et ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre les enjeux de ces grands patrons, de décrypter leur stratégie et d'appréhender leur vision. Bref, je vous propose de nous plonger dans la tête de ces décideurs, de mieux saisir ce qu'ils ont dans le casque, leur casque de chantier évidemment. Et cette nouvelle série de podcasts, je n'imaginais pas la commencer sans tendre le micro au patron de la plus grande entreprise française et européenne du secteur. Xavier Huillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Vinci, et ce pour quelques semaines encore. Merci infiniment d'avoir accepté d'ouvrir le bal de cette nouvelle série. Ensemble, nous allons parler grands projets, transition énergétique, crise immobilière, nous évoquerons Vinci, mais aussi le secteur dans son ensemble. Nous parlerons de la France, de l'Europe et du reste du monde, et justement, j'aimerais débuter sans tarder par évoquer l'ouragan qui secoue le globe depuis ce début d'année 2025, Donald Trump. Le président américain semble se lancer dans une guerre commerciale contre le reste du monde. Je rappelle que Vinci est solidement implanté aux États-Unis, mais aussi au Canada. La situation vous inquiète-t-elle ? La caractéristique de nos métiers, c'est que nous ne sommes en réalité pas des entreprises globales, mais plutôt des entreprises multilocales. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes américains aux États-Unis, nous sommes canadiens au Canada, nous sommes allemands en Allemagne. Nous avons très peu de transferts de matériel d'un pays à l'autre. Nous produisons localement avec, en général, pour l'essentiel, des collaborateurs et des matières qui sont trouvées localement. Ce qui fait que nous sommes potentiellement peu impactés directement par ce mouvement de multiplication des droits divers et des droits de douane divers. En revanche, ce qui est indéniable, c'est que si cette situation était amenée à se développer, ce serait très certainement des effets macroéconomiques, y compris aux États-Unis, et que c'est pas bon pour l'économie en général et donc pas bon pour les métiers comme les nôtres qui, effectivement, vivent de cette modernisation permanente de l'économie. Vous craignez un retour de l'inflation ? Vous savez, dans ces cas-là, je crois qu'il est assez inutile d'essayer de trop se projeter parce que c'est incompréhensible, surtout compte tenu de la manière dont fonctionne aujourd'hui cette nouvelle équipe en charge des États-Unis et qu'il vaut mieux plutôt se focaliser sur ses fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est notre stratégie, c'est nos axes de développement, en conservant en permanence en tête cette culture du temps long qui fait qu'on ne se laisse pas trop impressionner par des fluctuations ou des problématiques de court terme. Voilà, donc mon sentiment, c'est qu'on n'est pas directement impacté, mais que ça pourrait avoir un effet, effectivement, sur l'inflation et donc sur la macroéconomie d'un grand nombre de pays de par le monde, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. D'accord, donc ça dépasse le simple fait des droits de douane, des imports, d'augmentation des prix, mais ça peut jouer sur la macroéconomie. Alors, hors de nos frontières toujours, votre premier marché, ça reste quand même l'Europe, une zone économique qui apparaît menacée par ces secousses géopolitiques. On voit cependant des réactions, je pense à l'Allemagne qui décide de lancer un vaste plan à 500 milliards d'euros. Alors la question, c'est une relance de l'investissement, est-ce que c'est ce dont l'Europe a besoin ? Oui, enfin, ce qui s'est passé en Allemagne est absolument extraordinaire. Pendant des décennies, ils se sont focalisés sur, je crois, ce qu'ils appellent la règle d'or, qui est une règle d'équilibre budgétaire, qui est par ailleurs extrêmement saine, mais ça permet, lorsque le besoin s'en fait sentir, ce qui est le cas aujourd'hui, de libérer les vannes en lançant des plans d'investissement non seulement sur des préoccupations de défense, mais également des grands programmes d'infrastructure. Ce qu'il faut néanmoins conserver en tête, c'est que même avant ces plans, nous, ce que nous avons constaté, c'est que nos activités en Allemagne ont toujours correctement prospéré, y compris récemment, pour une raison simple, c'est que le tissu industriel allemand est un tissu composé de beaucoup de PME d'origine familiale qui ont en général des bilans extrêmement solides. Et ces gens-là ont profité de la baisse des commandes depuis quelques 2 ou 3 ans pour faire des efforts d'amélioration de leur process. Et à chaque fois qu'il y a amélioration du process, amélioration de la productivité, amélioration de la performance énergétique des process, il y a des investissements qui intéressent en particulier des gens comme Vinci Énergie. Ce qui est également notable, c'est qu'il y a, en termes d'infrastructures en Allemagne, des besoins absolument gigantesques, que ce soit en termes de remise à niveau des infrastructures de mobilité, mais également des infrastructures de
transport d'énergie électrique, compte tenu de la caractéristique nouvelle de l'Allemagne qui produit de l'électricité sur plutôt des champs, en particulier éoliens dans le nord de l'Allemagne, alors que les consommateurs restent là où ils étaient historiquement. Et entre les deux, il faut des réseaux de transport d'énergie électrique qui doivent être structurés, agrandis, de façon à permettre le transport de cette puissance électrique. Ça, c'est un sujet qui nous a bien occupés jusqu'à présent et qui va probablement bénéficier à plein de cet effort de renouveau des investissements consentis par l'État fédéral allemand. Donc c'est une très bonne nouvelle pour des gens comme nous. Sur le reste du continent européen, il y a des initiatives similaires qui pourraient être prises, qui devraient être prises à votre avis ? Alors, ça renvoie à une autre notion qui est relative à la transition énergétique. Je vais peut-être pas trop m'appesantir sur ce sujet tout de suite, mais par exemple en Grande-Bretagne, l'équivalent RTE, c'est une entreprise qui s'appelle National Grid, qui est en bourse et qui, à ce titre, a accès à de l'argent privé du fait de sa présence en bourse. Et c'est heureux parce qu'ils sont face à un programme de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de livres, pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer en Allemagne, c'est-à-dire qu'il est urgent de transformer, agrandir, renforcer le réseau de transport d'énergie électrique, compte tenu du fait que l'électricité est en train, de façon accélérée, de gagner du terrain. Donc c'est un mouvement dans chaque pays, mais qui dépasse effectivement les frontières allemandes, quoi. Justement, on parle de demande d'énergie, de consommation électrique. On va parler de l'IA. C'est un autre séisme qui a secoué le monde depuis quelques années. Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, ça chamboule les métiers, ça chamboule les entreprises, et surtout, effectivement, ça risque de faire exploser les consommations énergétiques. Alors, à votre avis, est-ce que les data centers sur lesquels vos équipes travaillent parfois menacent-ils la disponibilité de l'électricité pour les autres usages ? Est-ce qu'ils vont s'accaparer une partie importante de la consommation électrique ? Alors, moi, je ne le dirais pas tout à fait comme ça. Ce qui est vrai, c'est qu'avant même le développement de l'IA et ses besoins énormes en matière de data center, il y avait un raisonnement simple qui consiste à dire que dans les mix énergétiques de la plupart des pays de par le monde, l'électricité aujourd'hui ne représente que 25%. Si on veut avoir une chance de respecter nos engagements, peut-être pas à l'horizon 2050, peut-être à l'horizon 2060, comme les Chinois, ou 2070 peut-être, c'est pas ça le plus important. Si on veut avoir une chance de respecter nos engagements en termes de décarbonation de nos différentes activités, il faut que dans ce mix énergétique, l'électricité prenne une place beaucoup plus importante. C'est ce que j'appelle la deuxième révolution de l'électricité. Pour schématiser, il faut tout électrifier. Il faut électrifier évidemment les mobilités, que ce soit les véhicules légers ou les camions. Il faut électrifier les process industriels. Il faut électrifier tout ce qui est bâti, le chaud, le froid, le fonctionnement des bâtiments. Et ça génère des besoins en énergie décarbonée qui sont très, très importants et qui justifieraient d'accélérer la production, en particulier dans un pays comme la France, de réacteurs nucléaires. La problématique data center, elle vient se rajouter à ça. Et donc, ça renforce l'urgence dans laquelle nous sommes de développer des capacités de production d'énergie électrique un peu à marche forcée si on veut avoir une chance de décarboner l'ensemble de nos activités. Et bien justement, vous insistez sur le besoin de faire passer, d'augmenter dans le mix la proportion d'électricité par rapport au reste, principalement les énergies fossiles, j'imagine. C'est ça qui est important pour avancer vers la décarbonation, quel que soit l'horizon. Aux États-Unis, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est forer, forer, forer. Alors, est-ce que c'est une menace pour ce mouvement d'électrification finalement? Est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir un grand retour en arrière sur la transition énergétique? Personnellement, je ne le crois pas. Pour une raison simple, c'est que il y a souvent une grosse différence entre la communication faite au niveau fédéral pour ce qui concerne les États-Unis, voire parfois au niveau national pour ce qui concerne des pays comme la France, et ce qui se passe réellement sur le terrain. Juste à titre d'illustration, le Texas, qui est un État qui est, il me semble, plutôt républicain et plutôt oil-oriented, eh bien, la production d'énergie décarbonée d'origine renouvelable au Texas, en termes de nouveaux projets, est supérieure à ce qui se passe en Californie. D'accord. Parce que les besoins sont là. La deuxième réponse, c'est que, on l'a tous vu depuis quelques mois, les grands des data centers, les Amazon, les Google et autres compagnies de ce type, vont jusqu'à imaginer de réactiver un des réacteurs de 3 Mile Island ou de développer eux-mêmes des SMR, des Small Modular Reactors, de façon à assurer les disponibilités en production d'énergie électrique décarbonée. Et j'imagine mal ces grandes entreprises faire accepter par leurs propres clients de leur fournir des services à base d'intelligence artificielle utilisant des énergies fossiles,
Parce qu'il me semble que les jeunes qui sont extrêmement proches de ces préoccupations d'intelligence artificielle sont également des gens qui sont très proches des préoccupations environnementales et de l'état de la planète. Donc je crois que non, le mouvement va sans doute se ralentir un petit peu dans des géographies comme les États-Unis, mais que la tendance de fond reste là. Alors, en France, c'est le choix du nucléaire, évidemment. On est un peu une anomalie en termes de mix énergétique, justement. L'électricité est très puissante grâce au nucléaire. La relance du nucléaire a été actée il y a seulement 3 ans. Déjà, le calendrier est en train de glisser. De 2035, on parle désormais de la première mise en service en 2038. Des retards qui évoquent immanquablement les déboires de l'EPR à Flamanville ou en Finlande. Or, le besoin de ces nouvelles sources d'énergie est assez urgent. Comment peut-on espérer tenir les délais de cette relance du nucléaire? Il me semble que la prise de conscience de cette urgence n'est pas encore réellement entrée dans tous les esprits. Sans doute parce que il est difficile de se projeter sur le temps long. On parle là d'une projection à 20 ans ou à 30 ans. Quand je parle de mix énergétique qui doit s'électrifier de façon très massive, je raisonne à l'horizon 2050 où c'est la mère de toutes les batailles. Et alors, comment on fait du coup pour accélérer? C'est des soucis techniques, des questions financières, ce besoin d'accélérer? Comment peut-on mettre un coup d'accélérateur? Je ne me permettrai pas de donner des leçons à qui que ce soit, mais je ne peux que constater la chose suivante. C'est que lorsque le pays décide de se doter d'un réseau de 200 km de nouveaux transports en commun en tunnel, le Grand Paris Express, qu'est-ce qu'on fait? On crée une société de projet qui s'est appelée d'abord la Société du Grand Paris, qui maintenant s'appelle la Société des Grands Projets, puisqu'elle a maintenant une vocation à sortir du Grand Paris. Et on met le premier jour une personne en charge de cette société qui a la charge ensuite de réunir autour de lui les expertises et les compétences pour mener à bien ce grand projet. La grosse différence par rapport à une autre formule qui aurait pu être de confier ce grand projet du Grand Paris Express à une société existante, c'est que toutes les expertises, toutes les intelligences, tous les collaborateurs qui rentrent dans cette société savent qu'ils rentrent au service exclusif de ce grand projet. Il me semble que ça, c'est une disposition en termes de gouvernance qui permet d'aller vite. Ce qui est frappant, c'est que depuis la mise en œuvre de cette Société du Grand Projet, nous avons utilisé ce système au moins à 2 occasions. La première occasion, c'était pour la reconstruction de Notre-Dame. La deuxième, c'est le village des athlètes et tout le travail de Solidéo dans le cadre des Jeux Olympiques. Et ça a marché. Les délais ont été tenus. Les délais, alors c'était impossible de ne pas les tenir, ce qui donne une motivation complémentaire. Et c'est, je trouve, exemplaire de la manière dont on devrait, à mon avis, s'y prendre lorsqu'il s'agit, à marche un peu forcée, d'effectivement doter notre pays de nouvelles possibilités de production d'énergie électrique décarbonée. La transition énergétique concerne la plupart de vos entités, Vinci Énergie bien sûr, mais aussi Vinci Construction, Vinci Autoroute. J'aimerais cependant qu'on s'arrête un peu sur Cobra IS. C'est peut-être moins connu en France, mais ça pèse quand même 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. C'est votre dernière grosse acquisition qui remonte à 2021. Et à travers elle, vous misez sur le besoin justement à l'échelle mondiale en infrastructure, de production, de transport d'électricité. Alors, construire des lignes à haute tension, installer des transformateurs, c'est pas un métier très nouveau, mais vous pensez que c'est un métier d'avenir? Alors, c'est un métier d'avenir parce qu'il faut bien être conscient du fait que lorsqu'on investit 1 euro dans la production d'énergie électrique, il faut être prêt à investir également à peu près 1 euro dans le transport et la distribution de cette énergie électrique. Les besoins induits par l'augmentation du poids de l'électricité dans le mix énergétique s'exprime en matière de production, mais il s'exprime de façon équivalente pour ce qui concerne le transport et la distribution. Dans des pays comme le Brésil, ils n'avaient pas le choix. Lorsque le Brésil a décidé de commencer à se développer, ils avaient d'énormes préoccupations d'infrastructures de mobilité, des routes, des autoroutes, des aéroports, mais également d'énormes investissements à prévoir pour la production et le transport et la distribution d'énergie électrique. Et donc, ils ont utilisé un modèle avec lequel nous, chez Vinci, nous sommes particulièrement à l'aise, qui est le modèle du partenariat public-privé, qui est un modèle qui permet en quelque sorte de mixer de l'argent public et de l'argent privé. Et si Cobra avait conservé toutes les lignes électriques qu'ils ont gagnées au travers d'un modèle de PPP depuis 22 ans au Brésil, à l'heure qu'il est, il serait en charge de 20 000 km de lignes à très haute tension. Ils ont réalisé à peu près 20 000 km de lignes, parfois 500 000 volts, de lignes de tension à travers des contrats de PPP, et en plus 10 000 km en EPC traditionnel, c'est-à-dire
en constructeur, Engineering Procurement Construction, pour le compte d'un client. Et c'est absolument colossal. La bonne nouvelle, c'est que on est en train de mettre la dernière main à un projet qui devrait se closer financièrement dans les prochaines semaines et qui, lui, cette fois-ci, se passe en Australie. C'est un projet qui pèse à peu près 5 milliards de dollars australiens, donc c'est quelque chose de très conséquent, sur lequel nous sommes partis avec un partenaire, et qui est également une ligne de transport d'énergie électrique. Donc même dans des pays déjà bien développés comme l'Australie, le besoin d'investissement dans le transport de l'énergie électrique reste extrêmement prégnant et que, par ailleurs, les capitaux mis en jeu sont tels qu'ils font naturellement appel à un concept qui a fait ses preuves depuis des décennies, qui est le concept du partenariat public-privé. Alors on va parler justement des PPP un petit peu, ces marchés de partenariat qui semblaient dépasser à la fin des années 2010, en France en tout cas. Récemment, vous en avez reparlé, vous croyez en ce modèle. Est-ce que vous croyez en ce modèle aussi pour le développement d'infrastructures, voire d'immobilier en France? Est-ce que le PPP peut faire son retour, peut-être à la faveur des problèmes financiers de l'État? Oui, alors il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par PPP, qui a souvent une connotation un peu négative. Le principe de base du PPP, c'est quand même de faire un mix entre du financement privé et du financement public. Par exemple, la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, c'est une forme de PPP, en l'occurrence une concession, puisqu'on est à risque trafic. Mon sentiment, c'est que dans le cadre de cette transition énergétique qui est extraordinairement puissante, au point que je parle de deuxième révolution électrique, les besoins de capitaux sont tels qu'il me semble que dans un grand nombre de pays, les budgets publics ne seront pas suffisants pour y faire face. Et que c'est à ces occasions-là que nous pourrions avoir effectivement le retour d'une forme de financement qui a fait ses preuves depuis des décennies, qui s'appelle le partenariat public-privé, ou peu importe comment on l'appelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est déjà sur le transport d'énergie électrique utilisé dans des pays comme le Brésil, et c'est un modèle qui est en train de commencer à se développer, y compris dans des pays comme l'Australie. D'autres pays n'en ont pas besoin. Par exemple, la Grande-Bretagne que j'évoquais tout à l'heure, National Grid, il est en bourse. Donc il a accès à de l'argent privé de façon très naturelle. Mais dans des pays comme la France, où on a l'habitude d'essentiellement concentrer les besoins de financement sur l'État, puisque EDF, en charge de produire, c'est l'État à 100%, RTE, c'est l'État à 100% à travers des dispositifs divers, Enedis, c'est également pareil, l'État à 100%. Je pense que nous arriverons d'ici quelques années, ça prendra peut-être effectivement 10 ans, nous arriverons à la conclusion qu'il faut utiliser, non pas de façon systématique, mais à bon escient, le modèle de ce blending financing entre le public et le privé, de façon à faire face à ce mur d'investissement induit par la transition énergétique. Alors, on va parler maintenant de mobilité, justement. On va revenir en France. L'actualité du BTP est marquée par l'arrêt des travaux de l'A69, suite à une décision de justice. Vinci n'est pas concessionnaire de cette autoroute, mais cela doit raviver chez vous les souvenirs de Notre-Dame-des-Landes en particulier. Il y a de cela 5 ans, nous avions discuté ensemble de ce sujet. J'ai retrouvé l'interview dans le Moniteur du 29 janvier 2020, et vous affirmiez alors que, selon vous, la première condition de l'acceptabilité des projets, c'est qu'ils doivent être portés localement par les pouvoirs publics, les responsables politiques ou encore le monde économique. Pourtant, en Occitanie, dans le cas de la 69, le soutien de ces acteurs semblait acquis. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement? Il n'y a pas de formule magique. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un fort soutien local. Néanmoins, le projet est porté par le national. C'est comme à l'époque de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, le projet était un projet d'utilité régionale, mais il était piloté, porté par l'échelon national. Ça fait quand même une première différence. La deuxième, c'est que l'autre réflexion que je faisais sans doute à l'époque, c'était de dire que pour essayer d'optimiser les chances d'avoir un projet qui aille jusqu'au bout, non seulement il faut qu'il soit porté par les élus locaux, par les leaders d'opinion locaux, mais il faut également hypertrophier l'amont, c'est-à-dire ne pas hésiter à passer beaucoup de temps, voire plusieurs années, dans une concertation locale, de façon à avoir l'occasion de désamorcer un certain nombre de potentielles incompréhensions ou de potentielles oppositions par rapport au projet. Est-ce que ça a été le cas sur la A69? Sans doute. Est-ce que ça a été suffisant? Manifestement pas, compte tenu de ce qui s'est passé. Néanmoins, pour ce qui me concerne, je pense qu'on est vraiment là à la croisée des chemins. C'est-à-dire que si cet arrêt du chantier devait perdurer, je crois que nous rentrerions dans une longue période durant laquelle il sera quasiment impossible de mener à bien
des grands projets dans ce pays. Or, n'importe quel pays, quel que soit son niveau d'équipement, a toujours besoin de lancer un certain nombre de grands projets. Ce qui me frappe également, c'est que, alors évidemment, comparaison n'est pas raison, mais dans le cadre de Sud Europe Atlantique, notre ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, nous avions à l'époque la responsabilité de tout, puisqu'il s'agissait d'une véritable concession à risque trafic, et nous avons dépensé beaucoup d'énergie en termes de collaborateurs, en termes de temps, à organiser la concertation locale. Il y avait des centaines de personnes dont la seule mission était localement, sur l'ensemble du tracé, d'ouvrir des discussions, de s'expliquer, d'écouter ce qu'avaient à dire les différentes populations. Et je crois que c'est en partie grâce à cela que nous avons réussi à mener à bien ce grand projet, plutôt même un petit peu en avance, sans opposition significative lors de la construction de l'ouvrage. Alors il y a effectivement cette question d'acceptabilité, il y a aussi la question effectivement du temps de la justice par rapport au temps du projet. Là on voit que dans la 69, la décision intervient alors que 60 à 70% du chantier est réalisé. Est-ce que la justice est trop lente? Est-ce que le droit est trop lâche? Est-ce que les chantiers est parti trop tôt? D'après vous, il y a quand même une question à se poser sur cette temporalité problématique. L'autre condition que j'avais sans doute évoquée il y a 5 ans, c'est qu'il faut que dans l'arsenal législatif, il y ait des dispositions qui permettent, une fois que les choses sont décidées, que plus rien ne puisse les arrêter. Et donc, il faut sécuriser l'ensemble des autorisations diverses, environnementales, permis de construire et autres, de sorte que plus rien ne permette de stopper le projet. C'est sans doute quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas totalement parfait et qui explique cette situation complètement absurde dans laquelle se trouve la 69. Alors on va rester sur les autoroutes. Vinci est un acteur de premier plan des concessions autoroutières en France. Celles-ci sont appelées à être renouvelées dans les années qui viennent. Or, on le sait, il s'agira peut-être moins de construire de nouvelles voies que d'entretenir et de moderniser le réseau existant. Alors, comment vous imaginez ces futurs contrats? Des contrats plus courts, moins rémunérateurs? Alors d'abord, il me semble une bonne nouvelle. Il semble qu'il n'y ait pas certes un consensus, mais il y ait une idée dominante qui est qu'à l'issue des contrats actuels, il y ait à nouveau des concessions. C'était pas gagné. Il y a quelques années, il y avait encore débat sur le fait de savoir s'il fallait, comme dans d'autres pays, par exemple, que l'État reprenne ses biens, arrête de prélever du péage et s'occupe de ces réseaux de façon directe, quitte à les confier à des échelons plus régionaux ou locaux. Je crois qu'il y a maintenant consensus sur le fait qu'à l'issue des contrats actuels, il faudra relancer, sous forme de compétition, de nouveaux contrats de concession. Ce qui est évident, c'est que la durée d'un contrat de concession doit être calculé comme une donnée de sortie en fonction des investissements à y faire. C'est ce qui souvent n'est pas compris. Lorsqu'il y a beaucoup d'investissements, il faut beaucoup de durée pour les amortir. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'investissements, c'est pas la peine d'avoir de la longue durée. Comme le gros des investissements ont été faits pour la création du réseau, on n'a pas besoin d'avoir des durées de 50 ans. En revanche, il ne faut pas négliger le fait que, comme n'importe quelle infrastructure, tous les 30, 40, 50 ans, il faut remettre une portion significative de l'investissement initial en travaux de requalification environnementale pour ce qui concerne les réseaux autoroutiers. Par exemple, est-ce que nos réseaux sont tous capables de résister aux événements climatiques extrêmes? La réponse est non. Alors soit nous acceptons collectivement qu'au fond, certaines sections soient inondées lors des événements climatiques extrêmes avec de fortes pluies, ce qui est une gêne pour beaucoup de gens, soit nous considérons qu'effectivement, ça n'est pas acceptable, auquel cas, il faut faire des gestes qui peuvent coûter beaucoup d'argent, d'adaptation, somme toute, de l'infrastructure aux nouvelles conditions extrêmes des événements climatiques. Donc, il y a des investissements de ce type qui sont loin d'être négligeables. Ensuite, il y a des investissements à faire pour accompagner le développement de l'électromobilité. Aujourd'hui, nous avons le sentiment, et nous en sommes fiers d'ailleurs, qu'il y a maintenant disponibilité de bornes de recharge électrique pour les véhicules légers sur l'ensemble de nos aires de service et de plus en plus également sur nos aires de repos. Mais il faut être conscient du fait qu'il faut en faire à peu près entre 7 et 10 fois plus. C'est-à-dire que si nous respectons la feuille de route de développement d'électromobilité sur les véhicules légers et de développement de l'électromobilité qui est en train de venir, notamment en Allemagne, sur les camions. Il faut amener une puissance électrique et installer des réseaux de bornes de recharge
électrique pour les véhicules légers, pour les camions, qui également coûtent beaucoup d'argent. Et donc, tous ces investissements, ils devront, nous souhaitions pouvoir les anticiper, parce que 2050, c'est demain. Manifestement, ça ne va pas être totalement le cas. Et donc, le gros de ces investissements seront à faire dans les contrats de concession futurs. Et par ailleurs, un certain nombre de réflexions sont engagées pour voir si ces réseaux ne pourraient pas, au moins pour une part, être capables de financer d'autres types de mobilité à proximité de l'autoroute. Et ça, c'est très bien qu'on ait quelques années pour en discuter avant la fin des grandes sections des réseaux autoroutiers actuels, puisque je rappelle que le premier à arriver à expiration, c'est Sanef en 2031, le deuxième, c'est Escota, qui est chez nous en 2032, ensuite il y a Cofiroute en 2034, et puis ASF en 2036. Donc on a encore un peu de temps devant nous, mais c'est très bien que l'État, à travers le ministère des Transports, se préoccupe d'ores et déjà de réfléchir à la manière dont on s'y prend pour les contrats qui vont succéder à nos contrats actuels. On va parler un peu d'immobilier, de bâtiments maintenant, et de ZAN aussi. En vertu de cet objectif de zéro artificialisation nette, il sera en 2050 interdit d'artificialiser 1 hectare supplémentaire d'espace naturel, agricole, forestier, ou alors il faudra le renaturer autant à côté. Mais alors, cette règle a été fixée en 2021 par la loi Climat et Résilience, mais depuis 2 ans, les parlementaires détricotent consciencieusement cette obligation. Or, Vinci Immobilier, une filiale du groupe, avait pris les devants et s'était lui-même fixé cet objectif dès 2030. Elle a pris de l'avance, joué les bons élèves. Alors dans le contexte un peu justement de retour sur cette obligation, est-ce que vous allez, vous aussi, revoir vos ambitions à la baisse ? Non, certainement pas. Pour la raison suivante, c'est que le diagnostic qui a entraîné cette loi climat et résilience, ce diagnostic est juste. Nous avons depuis des décennies, et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, abusivement artificialisé du sol. La vitesse à laquelle nous avons artificialisé des sols naturels est à peu près au moins 3 fois supérieure à la croissance démographique. On est allé au plus facile. Et le plus étonnant, c'est que ce faisant, on laissait des sortes de friches urbaines à l'abandon sur lesquelles on aurait pu reconstruire la ville sur la ville. Et donc, depuis cette prise de conscience, oui, il faut travailler sur le zéro artificialisation nette. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes installés, notre nouveau siège, là où nous sommes. C'était pour faire la démonstration que nous étions, nous, capables de, ce que j'appelle reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire utiliser un foncier qui n'intéressait personne, qui était une sorte de délaissé ferroviaire, et adapter notre siège, donc tout en longueur, relativement peu haut, de façon à utiliser ce foncier, de façon à densifier localement la ville sur un foncier qui, pour l'instant, n'était pas utilisé. C'est également depuis notre siège que nous avons vu sur le 11e quartier de Nanterre, qui est un quartier en pleine renaissance, en pleine déconstruction-reconstruction, et sur lequel, à échéance de probablement quelques années, peut-être 10 ans, il y aura un mix entre des logements, des zones d'activité, des zones d'entreprise, et puis des commerces, et le tout servi par une gare du Grand Paris Express sur la ligne 15. Donc je crois que l'avenir du développement immobilier, c'est plutôt dans le sens de la reconstruction de la ville sur la ville, c'est-à-dire de faire l'effort, de prendre des quartiers de ville, de ne pas hésiter, ce qui suppose avoir un peu de courage, notamment sur le plan politique, de ne pas hésiter à les déconstruire, pour ensuite les reconstruire de façon à progressivement, touche après touche, avoir une ville qui soit plus agréable à vivre, qui soit plus vertueuse sur le plan environnemental. C'est ça la nouvelle vocation du développement immobilier, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Les élus locaux sont sensibles, sont acquis à cette cause ? Oui, le maire de Nanterre, c'est lui qui a eu le courage, enfin pas le maire actuel, mais son prédécesseur, mais le maire actuel est tout à fait dans cette même ligne, qui a eu le courage de faire cette opération sur la ZAC des Groux, qui est juste en face de notre siège, et qui est une superbe illustration de ce que j'entends par reconstruction de la ville sur la ville. Mais il faut du courage parce que c'est tellement plus facile d'aller artificialiser du sol naturel, ce que nous avons fait pendant des décennies. Exactement. Alors, quand on parle d'immobilier en France, on doit parler de la crise immobilière, la crise violente pour les promoteurs, comme Vinci Immobilier, violente pour les entreprises, comme Vinci Construction, mais aussi violente pour les Français, qui peinent à trouver et à changer de logement. Et cela sans grande réaction des pouvoirs publics, en tout cas jusqu'à récemment. Comment vous expliquez-vous ce manque d'intérêt de la classe politique pour la question du logement ? Je ne me l'explique pas. Je pense qu'il y a d'abord une incompréhension de la part de beaucoup de gens sur le fait que le logement, c'est une chaîne qui démarre au logement d'urgence, en passant par le logement social, puis le logement intermédiaire, puis le logement privé. Et que prendre le risque de bloquer un des chaînons de cette chaîne, c'est prendre le risque de bloquer l'ensemble de la chaîne. La conséquence, c'est que les gens qui sont en logement d'urgence, ils ne trouvent pas à se loger
de façon plus durable dans un logement social. Ceux qui sont dans un logement social, ils ne trouvent pas un logement intermédiaire, et ceux qui sont dans un logement intermédiaire, ils ne trouvent pas ou ils n'ont pas les moyens de se loger dans le logement privé. L'ensemble de la filière est gelé. À mon avis, c'est extraordinairement problématique. Alors, vous avez raison, la prise de conscience, elle a fini par venir, notamment grâce au fait qu'il y a un peu de stabilité au niveau du ministère du Logement, avec Valérie Létard qui est renouvelée dans ce nouveau gouvernement et qu'il était déjà ministre du Logement dans le gouvernement précédent. Il me semble que c'est un phénomène qui n'est pas seulement français, qui est également européen, qu'il a sans doute été un peu aggravé en France par le fait que nous avons, pendant cette même période, très récemment, arrêté cette addiction à l'avantage fiscal qui nous faisait, au fond, fonctionner depuis déjà plusieurs décennies, depuis les dispositifs Périsol et la succession des dispositifs de défiscalisation qui, au fond, constituaient petit à petit une sorte d'addiction dont il fallait sortir, j'en suis convaincu, mais en sortir au moment où nous en sommes sortis, c'était le pire moment qu'on pouvait imaginer. Et donc, en pleine crise, on a arrêté fin 2024, sauf erreur, on a arrêté le dispositif de défiscalisation qui existait encore, et évidemment, ça a rajouté une crise sur la crise. Et donc, je crois qu'on a accumulé un déficit de création de logements qui est maintenant extraordinairement important, que notre ministre du Logement s'en occupe, mais dans un contexte budgétaire français qui est contraint, comme nous l'avons tous compris. Et donc, cette crise, elle risque de durer encore un certain temps. Vous ne voyez pas encore le bout du tunnel? Non. Pour être honnête, nos développeurs immobiliers lisent dans les journaux qu'il y a des signes positifs. Pour l'instant, ils ne les voient pas réellement de façon palpable dans leurs statistiques de réservation de logement. On est sans doute au point bas, mais on a l'air d'être un peu collé dans ce point bas. Ça ne redécolle pas encore. Non. Peut-être une lueur d'espoir, justement, la rénovation énergétique qui, elle, semble enfin décoller un petit peu en France. Ça concerne le logement, mais aussi les bâtiments publics, le tertiaire aussi. Comment vous pensez qu'on peut aller plus loin, plus vite sur ce sujet, qui est aussi un engagement pour la décarbonation du bâtiment, du secteur du bâtiment, alors même, effectivement, que vous l'avez dit, le soutien de l'État devient de plus en plus difficile à garantir. Le mouvement est parti. Vinci Construction, dans son activité construction, à la fois de logements, mais également de bureaux ou d'immeubles de tout type, a une très large part de son activité qui est directement du ressort de la rénovation, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit simplement pour d'autres raisons. Et donc, ce mouvement, il est déjà lancé. Je ne suis pas sûr qu'il ait réellement besoin d'argent public. Il a surtout besoin de prise de conscience de la part des grands propriétaires de ces patrimoines immobiliers qu'ils ne vont pas pouvoir conserver leurs biens dans l'état où ils sont et que leur seule porte de sortie, ça consiste à faire l'effort d'investissement permettant de les rénover. Et il se trouve qu'en plus de ça, nous avons quelques solutions. Vous avez constaté par exemple que sur plusieurs tours de la Défense, il y a eu des opérations qui ont consisté à complètement déconstruire le bâtiment tout en conservant la structure, qui en général en France est une structure en béton, pour ensuite reconstruire autour de cette structure existante en béton un bâtiment beaucoup plus vertueux sur le plan énergétique et beaucoup plus, adapté en termes d'usage. Et on a un produit qui s'appelle Reaskin et qui, en gros, consiste à faire un relevé 3D de la façade telle qu'elle existe et ensuite de construire en usine des modules qui, de façon très rapide, sont plaqués sur cette façade de façon à rendre le bâtiment particulièrement efficace sur le plan énergétique. Ces dernières années, on a avancé un petit peu sur la construction hors site. Ouais, je crois qu'il faut un peu préciser de quoi on parle. C'est-à-dire que beaucoup de gens rêvent, lorsqu'on parle de construction off-site, rêvent d'avoir des bâtiments qui soient totalement construits off-site. Non, ils sont construits off-site par module. Dans le village des athlètes, tout ce qui était salle de bain était construit en usine. Lorsque vous faites des résidences étudiants, vous pouvez vous permettre de faire les choses de façon très modulaire, avec des modules qui sont construits effectivement en usine. En revanche, avoir des bâtiments qui, de façon globale, sont construits en usine pour ensuite être simplement transportés sur le lieu d'implantation, il y a quelques cas d'usage, ce n'est pas la majorité. Alors, on arrive au terme de notre échange. On ne peut pas se quitter sans évoquer la prochaine Assemblée générale du groupe Vinci, lors de laquelle vous quitterez vos fonctions de directeur général pour passer le relais à Pierre Enjolras, actuellement directeur général opérationnel du groupe. Vous resterez néanmoins président du groupe Vinci. On ne quitte pas aussi facilement un groupe que l'on a largement façonné?
C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact, et ce d'autant que, d'une part, nos métiers sont absolument passionnants. C'était vraiment la passion de ma vie. C'est d'ailleurs pas un hasard puisque je suis issu d'une famille qui était également habitée par cette même passion, mais également parce que j'ai le sentiment d'avoir eu une chance incroyable de vivre à une période qui a multiplié le champ des possibles. Néanmoins, je suis également tout à fait conscient du fait d'être simplement un héritier, c'est-à-dire simplement en charge de ce groupe après une longue lignée de gens formidables qui m'ont précédé, et que ce que nous avons pu faire collectivement dans ce groupe depuis une vingtaine d'années, ça n'était possible que parce que nous avions eu précédemment un certain nombre de gens formidables qui avaient eu la charge de ce groupe depuis maintenant 125 ans. Et donc il faut continuer l'histoire. Et mon job maintenant, c'est en qualité à l'issue, enfin après l'Assemblée générale, quelque temps après l'Assemblée générale, c'est de passer le relais à un nouveau directeur général, en l'occurrence Pierre Enjolras, et je vais rester pendant à minima 1 an, de façon à m'assurer de la qualité de cette transition et m'assurer qu'effectivement tout est bien en ordre. Xavier Huillard, merci beaucoup de nous avoir confié votre analyse sur les sujets d'actualité brûlante ou sur les grands mouvements de fond qui travaillent le monde de la construction. C'était comme souvent à la fois enthousiasmant et très limpide. De mon côté, j'espère avoir réussi à soulever un peu votre casque de chantier afin de permettre aux auditeurs du Moniteur de mieux comprendre ce qui anime l'esprit du patron du plus grand groupe de BTP européen. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici là, gardez votre casque.